Voilà, on est parti, on est en direct. Et du coup, bienvenue à tout le monde pour cette présentation sur comprendre la comptabilité en toute sérénité. Donc, on va tout de suite passer aux réponses à la première question. Il y a encore quelques personnes qui y répondent. Donc, quels mots vous viennent à l'esprit quand vous entendez le mot comptabilité? Ça va être notre point de départ de cette soirée. On voit qu'il y a pas mal de choses. Difficiles et problèmes arrivent en premier. Le petit smiley inquiet aussi, donc de l'inquiétude, du flou. Donc, il y a vraiment une nécessité pour vous de comprendre un maximum de ce que c'est, de pouvoir plus facilement faire face à cette fameuse comptabilité. Je vous assure qu'une fois qu'on sait où on va, c'est beaucoup plus facile. Et donc, je vous reposerai cette question après cette présentation, pour voir si éventuellement ça a évolué, en espérant que ce soit le cas. Alors, est-ce que ça fonctionne? Yes. Donc voilà, on va passer à travers différents points pour passer en revue la comptabilité, plus particulièrement de l'indépendant en personne physique et sans TVA. Donc ça veut dire toutes les professions paramédicales, et je pense qu'il y a beaucoup de kinés qui sont présents ici ce soir. On va passer en revue d'abord le revenu brut, le revenu net pour bien comprendre. Qu'est-ce que c'est les frais professionnels? Puisque beaucoup d'entre vous vont commencer en tant qu'indépendant et donc n'ont pas encore cette notion de frais professionnels. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas déduire? Quels sont les pourcentages de déduction? Tout ça, on va en parler. On va parler ensuite des deux points, des choses un peu plus délicates, parce qu'il faut payer, donc des cotisations sociales, combien on paye, pourquoi on paye, et des impôts, pareil, pourquoi on paye et combien on paye. Et enfin, on parlera de bons plans kiné. Et puis, je vous présenterai, pendant la présentation aussi, je vous présenterai Fisco Serenity, mais j'en parlerai encore une fois à la fin pour ceux que ça intéresse. Et bien sûr, place aux questions-réponses, mais si vous en avez qui pop pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser. Il y aura pas mal d'endroits où il y a des questions interactives. Et, d'ailleurs, voilà, à chaque fois qu'il y aura un petit signe ici de question, ça voudra dire qu'on passera ici sur menti.com là, pour les questions interactives. Donc, merci aux gens qui ont déjà répondu. Hop là. Alors, voilà. Donc, avant de passer au revenu net, revenu brut, justement, deuxième question que je vous pose. À votre avis, si vous gagnez 50 000 euros bruts sur l'année, combien pensez-vous qu'il vous reste net après impôts et cotisations sociales? Donc, je vais faire apparaître à nouveau le QR code pour ceux qui ne l'ont plus. Voilà, vous pouvez le scanner, il est là si vous voulez répondre. Et je vais même le monter un peu. Voilà. Yes, ça fonctionne. Donc, 40 000, 30 000, 25 000, 20 000, ou alors impossible à déterminer ainsi. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on va répondre à cette question dans un instant. Donc, je vais à chaque fois pour les questions mettre un petit minuteur de 30 secondes. Ici, je vais mettre 10 secondes. Comme ça, on sait où est-ce qu'on va et on ne prend pas trop de temps. Donc, il y a quand même le 50% là qui est bien ancré dans la tête. 50% du brut et hop, on a notre net. Donc on va voir si c'est vrai ensemble tout de suite. Donc ici, on prend un cas bien particulier, Marie kinésithérapeute débutante. Elle a 3 600 euros sur le mois. Donc en gros, comment on atteint ça? On fait 30 traitements sur la semaine, fois 4 semaines, fois 30 euros le traitement. Voilà, tout simplement. On voit qu'elle a ensuite 1 000 euros de frais professionnels qui correspondent à une rétrocession de 900 euros là, sur ce qu'elle a généré, et puis 100 euros de frais divers, de fonctionnement, logiciel, etc. Elle a des cotisations sociales à payer. Donc là, il y a une petite erreur que je vais m'empresser de corriger tout de suite. Euh, alors, on va faire ceci. Hop.
Voilà. Donc, les cotisations sociales, c'est pas 17,7%. On va vous expliquer plus tard. Donc, le calcul ici est quasi bon, à peu de choses près, mais c'est pour l'exemple. Voilà. Et donc ensuite, on calcule l'impôt. Ici, dans son cas, comme elle n'a pas généré énormément d'argent, c'est que 30% d'impôt. Plus on gagne, plus on a de l'impôt. Le pourcentage moyen augmente, en tout cas. Et donc, in fine, il reste dans sa poche 1500 euros. Ça veut dire que si on prend ici par rapport aux 3600, ben, on est en dessous des 50%. Et donc, par rapport à cette question que je vous ai posée, qui est, voilà, qui est là, c'est impossible à déterminer combien est-ce on va avoir. C'est que des approximations. Pour avoir un calcul complet, ben, il faut savoir quels sont les frais professionnels et les cotis et les impôts, ça c'est encore. Enfin, les cotisations, c'est assez fixe, c'est facile à calculer, mais les impôts, ça aussi, faut savoir combien la personne gagne parce qu'elle ne va pas gagner elle va pas être imposée la même chose si elle gagne beaucoup d'argent que si elle gagne en dessous du minimum imposable, par exemple. On va y revenir plus tard. Donc, on pourrait utiliser 50%, mais ça pourrait être aussi que 40% finalement, ou que même 30% pour quelqu'un qui est fort imposé et qui a beaucoup de frais pro. Donc, c'est impossible à déterminer, malheureusement. Donc, ceux qui ont répondu impossible à déterminer, eh ben, super, vous avez la bonne réponse. Les autres sont des approximations, donc ça pourrait être vrai dans certains cas, mais donc c'est là que c'est très intéressant d'avoir un outil de calcul pour se faire une idée de combien on est imposé et donc de quel est notre revenu net pour savoir quel est notre salaire qu'on peut se verser. On passe maintenant aux frais professionnels. Donc, c'est vrai que j'ai pas été, je reviens juste en arrière. Donc, le brut, c'est tout ce qu'on a gagné sur son compte. Et le net, du coup, c'est ce qu'on peut dépenser dans sa vie privée. Pour définir les deux termes, comme ça, c'est clair. Et donc, le net, ici, dont on va parler, c'est le net après avoir payé des impôts, les cotisations sociales, les frais pro, tout. Qu'est-ce qui nous reste réellement? Où on peut se dire que là, les 1500, je peux les dépenser sur le mois, il me reste zéro à la fin du mois. Je sais que je ne vais rien avoir de payer, à payer en plus pour mon activité professionnelle. Tout est en ordre, quoi. C'est ça le net dont on parle ici. Et donc, c'est important de savoir c'est quoi le net, puisque ça va nous permettre de calculer notre salaire et ce qu'on peut se verser. Passons à la deuxième partie, qui sont les frais professionnels. Ça va être une grosse partie. Donc, les frais professionnels, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de nouveau pour ceux qui se lancent en tant qu'indépendants. Donc, vous allez avoir une nouvelle vision à développer et chaque frais qui va passer maintenant dans votre quotidien, vous allez essayer de vous demander si c'est un frais professionnel ou pas, en partie ou pas. Et donc, à chaque fois que vous payez quelque chose, essayez de vous poser cette question, faites l'exercice pour adopter cette nouvelle vision et avoir les bons réflexes de déduire et d'ajouter un frais à votre comptabilité si vous pouvez le déduire. Très important. Qu'est-ce que dit la loi? C'est qu'un frais doit être nécessaire et inhérent à votre activité professionnelle pour être considéré comme frais professionnels. Et donc, il faut qu'il y ait un lien direct avec votre activité professionnelle. Ici, on a deux choses, deux factures ou deux preuves. Donc, il faut aussi prouver qu'il a bien eu lieu. Et donc, bien sûr, on a les transactions bancaires, mais pour pouvoir le justifier plus facilement, c'est bien d'avoir aussi un document, une facture, une photo qui explique plus précisément qu'est-ce que c'était comme frais, une capture d'écran d'un site où vous avez fait un achat, par exemple. Donc, voilà. Ici, à gauche, on voit une facture où il y a un numéro BCE, donc un numéro d'entreprise qui est indiqué. Et donc ça, c'est le top du top. Si vous savez placer votre numéro d'entreprise, c'est vraiment encore mieux. Il n'y a aucune contestation possible. C'est très clairement acheté en tant que professionnel. Donc ce sont des cartouches d'encre pour une imprimante professionnelle qui serait dans un cabinet ou dans une maison, si vous avez votre bureau à la maison. Donc 100% professionnel, pas de problème. Et puis à droite, on voit un ticket de restaurant. Et là, en l'occurrence, c'est important de justifier que c'était un restaurant professionnel parce que des restaurants, on en fait aussi dans notre activité, dans notre domaine privé.
Donc, c'est bien de marquer avec qui vous allez manger et de l'avoir bien indiqué aussi à votre agenda que vous avez eu un restaurant professionnel. C'est ça qui vous permet de justifier que c'est lié à votre activité professionnelle. Et ici, dans ce cadre-là, ben, c'est un restaurant avec Stéphane Turin, qui est le web développeur de Fisco Serenity. C'est grâce à lui qu'on a une application aussi jolie et fonctionnelle pour pouvoir encoder notre comptabilité. Donc, merci à lui s'il nous entend ce soir. Alors, on a l'icône des questions. Donc, c'est parti pour la question suivante. Alors, ici, il manque un début de question. Les frais liés à votre activité professionnelle sont déductibles à 100%. Vrai ou faux? Ah oui, c'est ça. Tous les frais, il manque le T. Tous les frais liés à votre activité professionnelle sont déductibles à 100%. Donc, vrai ou faux? Ici, on a beaucoup de faux. Alors, ceux qui veulent rejoindre, je vous mets le QR code. On est 27. À chaque question, on grappille un peu plus de personnes. Et je vais mettre un minuteur sur 10 secondes. Voilà. Pour laisser le temps à tout le monde de répondre, mais je pense que c'est assez clair. Donc finalement, vous connaissez quand même bien les choses. Parce que la réponse était faux, effectivement. Et on va en venir tout de suite. Déjà, on va d'abord venir au fait de justifier. Alors ici, on a différents types de frais. Par exemple, frais de voiture, comment justifier ça? Ben, qu'il faut faire des déplacements à mon domicile ou pour aller à mon cabinet. À mon domicile, pardon, mes domiciles patients ou aller à mon cabinet. Donc ça, c'est une bonne justification et donc on a des frais de voiture inhérents à notre activité professionnelle. Alors, les frais d'imprimante, ben, j'en ai déjà parlé. Les frais de restaurant, j'en ai déjà parlé aussi. Frais de formation, ben, il faut se former pour rester à jour dans la profession, logique. Par contre, si par exemple je suis kiné et que je fais une formation en œnologie, ça ne va pas le faire, bien sûr. C'est trop loin de notre activité professionnelle, ce ne sera pas déductible. Frais d'internet à votre maison, afin de pouvoir travailler de chez moi, faire ma comptabilité par exemple, utiliser mon application de comptabilité, modifier mes rendez-vous de patients, ben, je dois avoir internet, donc c'est une bonne justification. Alors, frais de nourriture, à votre avis, est-ce que les frais de nourriture justifiés comme ça, c'est-à-dire afin de rester en bonne santé pour assurer mes services, je dois manger régulièrement? Et donc, je déduirais l'entièreté de la nourriture que je mange. Donc, tous mes frais de nourriture, toutes mes courses seraient déductibles 100% professionnellement. Est-ce qu'à votre avis, ce serait juste ou pas? Ceux qui veulent peuvent répondre dans le chat. Est-ce qu'on pourrait déduire tous les frais de nourriture qu'on fait dans sa vie? Est-ce que le chat fonctionne? Je n'ai pas de réponse. Mais voilà, j'ai une réponse. Merci Adja, merci Emma. Non, effectivement, on ne peut pas déduire tous les frais de nourriture. Et donc, il y a deux écoles. Il y en a qui vont aller grappiller là-dedans et qui vont dire, ben, en plus des restaurants professionnels qui sont eux déductibles, je veux aussi déduire les sandwichs que je mange à midi sur mon lieu de travail. Euh, alors, ça peut se justifier, mais en général, les contrôleurs fiscaux n'aiment pas trop ça et ils refusent les frais de sandwich sur le lieu de travail parce que, quoi qu'il arrive, on aurait dû manger et il aurait fallu qu'on mange, qu'on ait cette activité professionnelle ou pas. Par contre, ça peut être justifié dans le cas où vous travaillez à un endroit où c'est vraiment désert. Et le seul endroit pour manger, c'est un restaurant et c'est cher et vous n'avez pas trop le choix parce que vous travaillez tellement que vous ne savez pas vous faire à manger et emporter vos sandwichs et du coup vous mangez là ou simplement parce que d'un point de vue euh, collègue de travail, tout le monde va manger là et à ce moment-là, ben, ça fait partie de la culture du cabinet qui est là. Et donc, vous devez faire un restaurant qui est plus cher que la normale, et à ce moment-là, vous déduisez. Là, ça pourrait être justifié. Et donc, ça se discute, tout se discute, et il faut toujours avoir de la cohérence. Et si vous déduisez quelque chose où vous n'êtes pas trop sûr, il faut avoir une histoire qui est très cohérente et très convaincante aussi, qui fait vraiment ce lien avec votre activité professionnelle et qui explique pourquoi ce frais
est différent, est engendré par votre activité professionnelle. C'est un frais supplémentaire que vous n'auriez pas dû avoir si vous n'avez pas eu votre activité professionnelle. On a les frais de télévision et là, il y a 2 exemples. J'y regarde des programmes pour me former dans ma profession et l'autre exemple, c'est dans la salle d'attente afin de diffuser des slides éducatives aux patients. Il y en a un des 2 qui ne fonctionne pas et c'est le premier. J'y regarde des programmes pour me former dans ma profession. Donc si vous voulez déduire votre télévision chez vous en justifiant comme ça, bien sûr, ça ne va pas le faire parce que vous avez une TV comme tout le monde probablement chez soi, qu'il ait une activité professionnelle ou non. Par contre, si vous achetez une deuxième TV pour la mettre dans votre salle d'attente de votre cabinet, ça c'est bien sûr différent. Ça pourrait se justifier sans problème pour un frais professionnel. Alors, maintenant, on parle du pourcentage déductible et effectivement, tout n'est pas déductible à 100%. Là, je vous ai montré tout ce qui est déductible à 100%, des idées, l'imprimante, les formations, les livres, le matériel. Une deuxième voiture, si vous avez une deuxième voiture, celle-ci sera 100% déductible puisqu'elle est que utilisée pour votre profession, mais c'est rarement le cas. C'est juste des exemples absurdes, mais pour vous montrer la logique. Et puis, les tickets, les frais de parking lors de votre journée de travail, 100% déductible. On a un pareil, même que la voiture, mais un deuxième téléphone, à ce moment-là, 100% déductible aussi. Les cotisations sociales vont être déductibles et la pension libre complémentaire d'indépendant, qui est un bon plan, je vais en revenir un peu plus tard, c'est 100% déductible, bien sûr. Votre application de comptabilité va être 100% déductible. Voici d'autres frais professionnels qui sont 100% déductibles et la colonne de droite où on voit les partiellement déductibles. Donc, vous avez raison en disant que pas tous les frais sont 100% déductibles. Et là, dans la colonne de droite, on voit par exemple les frais de restaurant. Donc, 69%, ça c'est la loi qui le définit, ça fait partie des exceptions. On a ensuite les frais qui sont mixtes, mais on va y revenir un petit peu plus tard, comme l'Internet ou l'électricité, le chauffage à la maison, si vous faites du home office, si vous travaillez de chez vous, en fonction de la superficie de votre bureau, vous pourriez déduire le chauffage, l'électricité. Mais sachez que c'est très énergivore en termes de paperasse et on ne gagne pas grand-chose en faisant ça. Donc voilà. Mais on peut en discuter, bien sûr, en fonction de votre cas. Il y a l'Internet à la maison aussi, bien sûr. Les vêtements professionnels, attention que c'est uniquement les vêtements professionnels avec un logo, ou alors les blouses de travail qu'on ne peut pas porter ailleurs qu'au cabinet, par exemple. L'ordinateur, puisqu'on l'utilise potentiellement aussi pour son privé. Et si vous avez un congrès avec une partie récréative, qu'est-ce que j'entends par là? Vous allez à l'étranger, vous faites une semaine à l'étranger, mais le congrès que vous suivez dure que 1 jour. Du coup, vous allez pouvoir déduire 1/7 de tous les frais liés à ce voyage d'une semaine, puisque le congrès ne couvre pas l'entièreté de la semaine. Voilà. Alors, et du coup, là, on a parlé de justifier et la deuxième partie, je vous ai dit, c'est prouver, avec la nécessité d'avoir un ticket, une preuve de paiement et surtout de pouvoir avoir un listing des frais professionnels. Et donc là, on va partir sur, le showtime. Showtime, ça voudrait dire que je vous montre à quoi ça ressemble l'application. Et donc, je vais tenter d'ajouter ceci. Yes, ça a l'air de fonctionner. Alors, du coup, ici, on va aller en 2025. Là, on est sur l'application Fiscal Serenity, juste pour vous montrer comment ça fonctionne et en même temps, illustrer ces fameux justificatifs. Donc là, par exemple, j'ai fait un frais professionnel, mais pas plus tard qu'aujourd'hui. J'en ai profité pour l'encoder dans l'application. Pour mon cabinet, en fait, j'ai acheté du café et des élastiques. J'en ai eu pour 35,48 €. Ici, c'est 100% déductible puisque c'est vraiment lié à mon activité professionnelle. J'ai une machine à café dans mon cabinet, donc c'est vraiment du café pour le cabinet.
Et donc, comment j'ai fait? Eh ben, j'ai simplement choisi la bonne catégorie parmi toutes les catégories possibles. On va avoir les catégories, de, nourriture devant une formation qui là, ils seront déductibles à 69 par exemple. Ici, c'était une catégorie petit matériel non amorti, tout simplement. J'ai bien mis la date de la facture et alors je peux télécharger le document pour le retrouver et vérifier de quoi il s'agissait. Donc ici, en l'occurrence, alors si j'arrive à le passer dans de l'autre côté, mais ça fonctionne pas par contre. Donc, ah, peut-être, yes, voilà, ça a fonctionné. Donc là, on voit le screenshot. Ici, dans ce cas-ci, j'ai pris un screenshot parce que c'était beaucoup plus facile que d'aller choper les deux factures. J'aurais dû ensuite les consolider pour faire une seule facture, un seul document. Et en fait, je me suis rendu compte que les deux articles étaient l'un à côté de l'autre sur mon Amazon. Prendre un screenshot, ça me permettait de bien voir le montant, la livraison à moi-même et la date. Donc tout était dessus. Donc, il ne faut pas forcément toujours une facture, quelque chose de très rigoureux. Ça peut être bien simplement un screenshot, mais quelque chose qui illustre qu'est-ce qui a été acheté, qui permet comme ça d'expliquer au fisc en cas de contrôle que c'était bien ça qu'on a acheté, que ça concerne bien du matériel professionnel. Voilà. Et alors, ouais. Et du coup, voilà, ici je sauvegarde et mon frais est encodé. Donc, c'est aussi simple que ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ceci jusqu'à présent déjà? Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc, on a dit que la partie privée était dans tous les cas non admis et la partie professionnelle était 100% admis, sauf dans le cas spécifique de certaines réglementations, mais vous avez déjà répondu à cette question puisque je vous ai montré différents frais comme le frais de restaurant. Alors ici, on va voir la séparation du privé et du pro. Donc on va repasser sur cette règle de comment déterminer la partie privée et la partie professionnelle dans certains cas. Alors on a une question ici de Pénélope. Vous avez montré l'exemple sur l'application. Mais en temps normal, comment fait-on? Il y a un site pour. Alors, en temps normal, il n'y a aucun site de l'administration fiscale qui existe officiel pour faire sa comptabilité. Donc, c'est pour ça que on utilise des applications pour pouvoir encoder ça. Certaines personnes vont se lancer dans un Excel. Ils vont faire tout dans Excel. Le problème de le faire dans un Excel, c'est que tu vas être limité à un moment. Tu ne vas pas avoir les calculs jusqu'au bout de tes impôts, de tes cotisations sociales. Tu ne vas peut-être pas avoir les conseils aussi liés à ton encodage et savoir si tu as bien encodé les choses. Donc, moi, en tout cas, je ne connais pas d'autres d'applications officielles. Ce serait bien. Ce serait vraiment cool que le fisc fasse une application officielle pour qu'on fasse bien sa comptabilité, mais ça n'existe pas encore. Alors, une question d'Agathe. Le pourcentage se met automatiquement quand on sélectionne la catégorie? Oui, tout à fait. Dans l'application, on a fait en sorte qu'il s'ajuste automatiquement dès que vous avez choisi la catégorie. Donc, si vous utilisez, vous mettez un frais de restaurant, il y aura 69%. Et puis, on va voir, il y a encore les frais de représentation, donc les cadeaux d'affaires aussi, qui, eux, sont à 50% déductibles. Une dernière catégorie, ça va être la voiture, qui a un pourcentage variable en fonction du CO2. Et là, vous avez un module pour encoder votre voiture. Et donc, ça s'affichera en fonction du pourcentage déterminé par ce module. Donc, on en revient ici à la suite de la présentation, séparer le privé du pro. Donc, frais d'Internet à la maison, abonnement de téléphone, frais d'achat et entretien d'un vélo, il va falloir à chaque fois déterminer le privé du pro. Ici, je prends un exemple, le vélo. On pourrait, par exemple, se dire combien de déplacements sur une semaine je fais avec mon vélo. 60 km, ok. Et combien en privé? 20 km. Donc, je fais le prorata entre les deux. Ça fait 75% professionnel et 25% privé. Je peux donc déduire sereinement mon vélo tous les frais liés à ce vélo à 75%. Et du coup,
C'est aussi simple que ça. Dans le cas du vélo, je dois prendre des kilomètres, par exemple. Essayer pendant une semaine ou un mois de faire le jeu, de faire un tableau kilométrique et ensuite de le conserver pour expliquer en cas de contrôle au fisc comment j'ai fait, comment j'ai déterminé mon pourcentage d'utilisation professionnelle de mon vélo. Donc ça, c'est important de le faire. Alors, on va à la présentation suivante. Voilà. Là, on prend le cas particulier de la voiture. Donc, comme je vous ai dit, il y a un module dans l'application Fisco Serenity qui vous permet de calculer la voiture parce que c'est un calcul complexe qui fait entrer en ligne de compte le CO2 émis par votre voiture, la date d'achat, mais aussi le type de motorisation, essence, LPG, diesel, électrique. Et donc, en fonction de ça, ici, dans ce cas-ci, on a une personne qui utilise à 70% d'utilisation professionnelle. Ça veut dire qu'elle fait 70 km par semaine avec des déplacements professionnels et puis 30 km par semaine avec des déplacements 100% privés. Et donc, ça fait 70% d'utilisation professionnelle. Mais comme il y a un CO2 émis par la voiture, il y a une certaine motorisation, ben, il y a une sorte de malus qui est défini par la loi. Et donc, on descend de 70% à 52,5%, malheureusement. Si vous voulez éviter ce malus, ben, il faut pour l'instant aller dans du 100% électrique. Il n'y a pas trop le choix. Et donc, tout ce qui est thermique va se faire de plus en plus descendre. Ici, on est à 75% max. Donc, si vous étiez, par exemple, 100% d'utilisation professionnelle de votre véhicule, ben, cette année, vous n'auriez que pu déduire 75% parce que c'est une règle. L'année prochaine, tout ce qui est thermique va passer à 50% et l'année d'après, encore 25% jusqu'à atteindre 0% en 2028. Donc, on est clairement sur une pente descendante par rapport au thermique. Comme ça, vous savez. Alors, une question de Thomas, comment prouver lors du contrôle le pourcentage pro et privé? Alors, il y a pas de règle magique, ça dépend du type de frais. Par exemple, pour la voiture, dans Fiscal Serenity, on a mis un tableau kilométrique. Donc, vous avez la possibilité de remplir votre tableau kilométrique. Donc, si je reprends l'application, voilà à quoi ça ressemble. On va dans voiture, usage de la voiture. Et donc là, vous allez pouvoir noter chaque mois vos kilomètres, ce que vous utilisez pour vous rendre à votre cabinet professionnel, les déplacements autres. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir une déduction totale. Donc ici, voilà, pourcentage déductible pour divers déplacements. On est par exemple à 25% dans cet exemple-ci. Donc ça, c'est pour la voiture. La voiture, c'est quelque chose qui est énormément contrôlé. Donc le fisc veut vraiment quelque chose de carré. Et comme ça va vous permettre de déduire correctement la chose. Pour un vélo, c'est des plus petits montants. Donc on a le fisc qui est beaucoup plus laxiste, cool. Donc si vous faites juste sur une semaine et vous essayez d'estimer sur base de votre horaire hebdomadaire votre utilisation de votre vélo en kilomètres, c'est déjà suffisant. Donc à ce moment-là, vous le notez quelque part et vous le gardez, ou en tout cas, si c'est assez clair dans votre tête et que vous savez le ressortir en cas de contrôle très facilement, vous n'êtes même pas obligé de le noter. Et puis, pour les autres, comme je vous ai dit, Internet à la maison, par exemple, on va y revenir, je pense. Non, on ne va pas y revenir. Du coup, pour Internet à la maison, une méthode de calcul, c'est par exemple de se dire, je vais prendre une journée et puis je vais la diviser en matin, après-midi et soir. Et je vais regarder sur une semaine combien de temps je passe vraiment à la maison. Et regarder sur les temps qui restent à la maison, quelles sont mes utilisations professionnelles / privées. Donc, par exemple, en semaine, j'ai juste les soirées, donc ça me fait 5 créneaux, 5 soirées finalement. Et puis les week-ends, là, je suis là tout le temps, donc ça me fait 3 créneaux par jour, matin, après-midi et soir, 2 fois, donc ça me fait 6 créneaux. Donc une semaine où je suis à la maison, ça correspond à 11 créneaux pour moi. Je regarde dans ces créneaux les moments où j'utilise Internet. J'utilise par exemple 2 soirs semaine pour faire ma paperasse administrative et j'utilise par exemple deux après-midi, les après-midi du
du samedi et souvent l'après-midi du dimanche parce que voilà, je fais de la paperasse. Donc ça veut dire que sur 11 créneaux, il y en a 4 où j'utilise Internet de manière professionnelle. Et du coup, je fais 4 onzièmes dans ce cas-là. Donc, je peux déduire Internet à 4 onzièmes. Voilà un peu une manière de réfléchir à la chose. Si vous en avez une qui est plus avantageuse pour vous, qui est mieux pensée, vous pouvez aussi l'utiliser. On pourrait carrément imaginer, mais c'est difficile à contrôler, mais quelles sont les pages que je visite, quelles sont les informations que je vais retirer, et puis prendre le temps que je passe sur des pages professionnelles et le temps que je passe sur des pages privées. Et ça devient un peu fouillé, un peu compliqué. Mais l'idée, en tout cas, c'est de trouver quelque chose d'intéressant pour être au plus proche de votre réalité et en même temps pas trop tirer la couverture vers vous, sinon le fisc en cas de contrôle, il va trouver ça louche que vous déduisez Internet à 90% par exemple, alors que vous êtes chez vous que les soirs en semaine et puis après c'est les week-ends, quoi. Alors, question de Juliette, en cas de contrôle, c'est nous et pas vous ou notre comptable qui justifie chaque achat. Alors, en cas de contrôle fiscal, c'est vous qui êtes contrôlé. Donc, ce qui peut se passer, c'est que vous demandez à quelqu'un qui vous accompagne pour pouvoir vous aider à argumenter, à parler avec le fisc. Seulement, pour avoir été déjà contrôlé, je vous assure que c'est toujours mieux de, de préparer son dossier avec une personne experte du domaine, donc par exemple un coach fiscal chez Fiscal Serenity, pour être à l'aise et bien comprendre tout votre dossier, bien comprendre aussi les subtilités, et ensuite d'aller chez le fisc tout seul. Pourquoi? Parce que quand vous amenez une personne tierce dedans, déjà, ça change le rapport de force. Il y a deux personnes contre une. Et donc, à ce moment-là, c'est plus difficile. Alors, à ce moment-là, le mieux, c'est d'y aller seul et simplement d'avoir préparé son dossier, ses chiffres, ses tableaux et de pouvoir répondre aux différentes questions. C'est pas très compliqué ce qui se passe à un contrôle, juste le fisc va regarder tout ce que vous lui avez apporté en amont, parce que ça se prépare beaucoup en amont. Donc, si vous avez une application comme Fiscal Serenity, ça aide beaucoup, puisque pendant le contrôle, le fisc va vous demander, cette date-là, je vois que sur votre extrait bancaire, il y a 37 euros. Et du coup, vous allez dans Fiscal Serenity et vous tapez 37 euros. À quoi ça correspond? Vous pouvez montrer le ticket de caisse qui est uploadé dans l'application. Et comme ça, le fisc voit ce qu'il a besoin de regarder. En fait, vous répondez simplement aux questions et puis c'est aussi simple que ça. Si vous avez bien fait les choses d'emblée de jeu, vous n'avez pas cherché à frauder, il n'y a aucun problème, le contrôle se passe très bien et il peut même se passer mieux que très bien, c'est-à-dire que vous gagnez de l'argent parce que la personne qui contrôle voit que vous n'avez peut-être pas déduit quelque chose parce que du coup, elle épluche tous vos comptes en banque et elle se rend compte qu'il y a un frais qui n'a pas été déduit ou il y a ci ou il y a ça. Donc ça peut être en votre faveur, clairement, un contrôle. Donc, il ne faut pas spécialement en avoir peur, il faut simplement bien faire sa comptabilité. Et je suis persuadé que vous faites un bon pas dans la bonne direction si vous avez une application de comptabilité où les choses sont bien clairement établies. Est-ce que vous allez nous envoyer? Oui, Apolline, je vais vous envoyer le PowerPoint, bien sûr. Alors, on va aller à la suite pour avancer. Les frais professionnels. Cas particulier, on en a déjà parlé, et effectivement, c'est intégré dans l'application. Frais de restaurant, 69%, cadeau d'affaires et représentation, 50%. Et puis, les frais d'achat d'une maison ou alors les frais d'électricité ou de gaz, enfin de chauffage, c'est au prorata de la superficie professionnelle / privée. Donc, ça doit se faire sur plan. Ça doit bien se faire avec une bonne détermination des superficies pour pouvoir être reçu par le fisc. C'est juste ça qu'il va vous demander en cas de contrôle. Vous demandez, montrez-moi les plans, montrez-moi le ratio là, professionnel-privé par rapport à votre bureau ou votre cabinet pour que je puisse valider votre calcul. Dans tous les cas, si vous avez des questions par rapport à ces frais professionnels, on est là pour vous aider à y répondre. Alors, question suivante. Boum, on retourne sur menti.com.
Classer du plus simple au plus complexe à justifier les différents frais. Donc là, maintenant, comme on les a déjà vus, quels sont selon vous les frais les plus simples à justifier et puis les plus complexes à justifier dans cette liste? Donc, je vous remets à nouveau le QR code et on voit que ça commence à se remplir. Je vais mettre 30 secondes. C'est parti. 5 personnes ont déjà répondu. Merci à vous. Ça demande un peu plus de réflexion, puisque ici, il faut les classer. Il faut se demander lequel est le plus facile, le plus difficile. Alors, effectivement, on voit que l'élastique de renforcement est tout en haut. Ouais, c'est clairement super facile à justifier, puisque la plupart, vous êtes kiné. Bien sûr, si vous êtes avocat, c'est pas la même chose. Donc, dépendant de la profession, ça va pas être plus facile à justifier. Internet au cabinet, super facile à justifier, bien sûr. La voiture, c'est un peu plus complexe, mais ça se justifie sans problème. Et puis, Internet à la maison, je vois qu'il est tout en bas. Moi, je l'aurais mis un peu plus haut quand même. Je l'aurais mis en position 4 parce que, on a de plus en plus besoin d'Internet à la maison. C'est même encore plus facile, je trouve, que la voiture. Parce que vraiment, sans Internet, là, vous ne pouvez pas écouter cette conférence, en fait, sans Internet. Et c'est une conférence 100% professionnelle. Et l'abonnement à la salle de sport, ouais, il est tout en bas parce que c'est ultra complexe à justifier. J'ai eu la question il n'y a pas longtemps. Et du coup, mis à part, si vous êtes dans une salle de sport avec, dans l'abonnement, du coworking, quelque chose pour faire du, des business avec d'autres personnes, rencontrer des professionnels ou rencontrer des potentiels patients, etc. Quelque chose de très clairement établi dans le contrat que vous signez avec la salle de sport. Sinon, c'est super difficile de faire passer ça et je vous déconseille clairement de faire passer votre abonnement à la salle de sport en frais professionnels. Ça va juste pas passer. Le seul cas où ça fonctionne très bien, c'est si vous êtes coach ou si vous avez un partenariat avec la salle de sport et que vous avez bien sûr un cabinet de kiné dans la salle de sport, comme c'est le cas pour le Basic Fit. Là, à ce moment-là, ça suffit amplement, aucun problème. Parce que vous avez votre lieu de travail là et que le fait d'aller à cette salle de sport, ça vous permet de parler aux clients du Basic Fit, là en l'occurrence, que vous avez un cabinet dans cette salle et que vous pouvez les aider. Donc là, à ce moment-là, c'est très très facile à justifier. Mais c'est plutôt rare. Alors, hop, on va continuer la présentation. Alors, si on résume, il y a 3 cas de figure pour les frais professionnels. On a ce qui est 100% pro et 100% déductible. C'est facile, c'est le plus courant. Puis ensuite, on a le 100% professionnel, mais qui est réglementé. Et donc là, l'application, elle va s'en charger de vous le rappeler automatiquement, puisque en sélectionnant la catégorie, elle va mettre le bon pourcentage déductible. Et puis enfin, on a les frais qui sont mixtes. Et donc là, c'est une question de bon sens. L'application va vous aider à encoder parce que vous allez pouvoir indiquer votre justification en commentaire afin de vous en rappeler. Donc, si je reprends ici l'application un instant pour vous montrer l'idée d'un frais mixte, on va aller du coup dans la listing des frais. Est-ce que j'en ai un? Voilà, ici, par exemple, MacBook M3, là, 1000 euros, il a été déduit à 75%. Et comment est-ce que ça a été justifié? 5 jours pour le travail et 2 jours pour le privé, puisque là, dans ce cas-là, la personne ne travaille pas le week-end. Du coup, ça fait 5 septièmes, et donc environ 75%. Le fait d'avoir ceci qui est indiqué en cas de contrôle, ça qui est très confortable, l'office va vous demander, je vois qu'il y a un ordinateur là qui a été acheté, vous tapez ordinateur, ah oui, je retrouve là-dessus, nous on l'a déclaré à 75%, voilà la justification. Aussi simple que ça. Et il ne faut pas aller chercher forcément plus loin. C'est juste une réalité que vous vivez au quotidien. Vous travaillez 5 jours, vous avez besoin de votre ordinateur, et puis il y a 2 jours où c'est du privé. Et encore, ça pourrait être, vous ne l'utilisez pas du tout chez vous, en fait. Et que chez vous, vous utilisez votre téléphone et que vous n'en avez pas besoin de votre ordinateur. Très, très peu. Donc, vous allez pouvoir monter encore plus, voire 100% si vraiment vous ne l'utilisez pas du tout, du tout, du tout.
100%, à ce moment-là, le fisc il va presque vous demander votre ordinateur et il va regarder quels sont les logiciels installés, quelles sont vos habitudes de fonctionnement sur l'ordinateur. S'il voit vraiment que c'est que du pro, aucun problème. Mais il faut être prudent. Si vous faites ça, il faut vraiment être que sur du professionnel avec votre ordinateur. Ou alors avoir un deuxième ordinateur pour votre privé. Voilà, on passe à la suite. Amortissement. Qu'est-ce que c'est l'amortissement? Eh bien, l'amortissement, c'est le fait de diviser le montant d'achat d'un bien pour déclarer en plusieurs années. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit, la loi, à ce niveau-là? Dans la majorité des cas, il n'y a rien qui est précisé de plus spécifique que ça. Et le fisc, en gros, qu'est-ce qu'il attend? C'est dès qu'il y a un achat qu'on fait, qui a une durée de vie de plus d'un an, il faut l'amortir en plusieurs fois pour correspondre à la durée de vie réelle du. Voilà, je coupe juste le micro d'une personne. Voilà, comme ça, il n'y a pas de bruit de clavier. Nickel. Et du coup, place à la question, hop, c'est dans l'autre sens, place à la question suivante par rapport à l'amortissement. Si tu as un exemple de dépenses privées qui peut être justifié comme pré-pro, c'était pas celle-là. On va à la suivante. Voilà. À partir de quel montant faut-il généralement amortir une dépense? Donc, selon vous, alors j'en sais rien, c'est super honnête. J'aime ce genre de réponse. Si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à le dire. C'est très bien de dire que vous n'êtes pas sûr et que vous ne savez pas. Alors, on a du coup différentes possibilités, 250 euros, à partir de 500 euros, à partir de 800 euros, 1000 euros, 2000 euros, ou alors vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, c'est tout à fait normal puisque c'est pour ça que cette présentation a été faite pour vous informer. Ok, je mets un petit timer de 10 secondes pour les derniers qui veulent répondre. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, donc la plupart, vous en savez rien. Et ceux qui ont répondu, c'est plutôt sur une tranche haute. Alors, on va voir tout de suite la réponse. Donc, la règle officielle, c'est des 250 euros. Cependant, imaginez qu'à chaque fois que vous faites un achat de 250 euros pour un matériel qui dure plus d'un an, comme par exemple un rack de musculation qui coûte 300 euros, un vélo qui coûte 400 euros, enfin un vélo sur place, un tapis de course qui coûte 500 euros. Si à chaque fois il faut amortir ça, ça vous fait un tableau d'amortissement qui est énorme, avec plein de frais. Et donc, en pratique, l'administration, elle admet à partir de 800 000 euros de dépenses. Donc, ceux qui ont répondu dans les 1000 euros, là, c'est pas si mal. Je crois qu'il y avait une personne qui avait répondu ça. Comment est-ce qu'on fait? On estime d'abord la durée de vie d'utilisation. Donc souvent, c'est 5, 3 ans ou 5 ans. Ensuite, on va diviser le prix d'achat et déduire le résultat chaque année. Donc, si jamais on fait ça, bien sûr, il faut pouvoir tenir un tableau d'amortissement puisqu'il faut savoir chaque année qu'est-ce qui reste encore à déduire dans nos frais pro. J'ai pris un exemple très simple. Une voiture qu'on a achetée en juin 2020 à 20 000 euros. On va l'amortir sur 5 ans parce qu'on l'a acheté neuf. Et neuf, on amortit sur 5 ans. Si c'était une occasion, on aurait plutôt amorti sur 3 ans. Ça, c'est des règles qui sont strictes. C'est comme ça. Et du coup, en 5 ans, donc ça veut dire 4 000 euros par an. Ça veut dire que la première année, comme on l'a acheté en juin, il ne reste que 6 mois sur l'année. Et donc, on ne va pas mettre les 4 000 sur cette première année, on va que pouvoir mettre les 6 premiers mois, donc 2 000. L'année 2021, c'est 4 000, 2022, 4 000, 2023, 4 000, 2024, 4 000. Et puis l'année 2025, qui est en fait la 6e année, il reste encore de la première année 2 000 euros à amortir. Et donc, on amortit à nouveau 2 000 euros. Ça veut dire qu'on va dépenser en 2020 20 000 euros qui vont sortir de notre compte pro,
mais on va déclarer dans nos frais professionnels la somme petit à petit. Et donc, ça va venir lisser cet achat. C'est comme ça. C'est une règle fiscale, donc on est obligé de faire comme ça. Et donc, il faut tenir un tableau d'amortissement et on l'a intégré aussi dans l'application. Donc, dans la gestion des frais, on a le tableau d'amortissement. Et donc ici, j'ai encodé dans cet exemple-ci une table qui a été achetée en 2022. Et donc là, on est sur l'année 2025 et je vois le montant que je vais pouvoir encoder en 2025, c'est-à-dire 500 euros. Donc, ça veut dire que je vais vérifier dans mes frais si j'ai encodé, si je vais dans amorti, ah bah voilà, ça a bien été encodé. J'ai bien déjà encodé mes 500 euros pour 2025. Je l'ai même encodé 2 fois parce que j'ai utilisé ce compte démonstration, et j'ai plusieurs fois fait l'exemple. Donc dans ce cas-là, bien sûr, je devrais supprimer un des 2 pour pas le déduire 2 fois. Et du coup, dans ce tableau d'amortissement, ici, si je sélectionne une autre année comme 2024 ou même plutôt même 2022, en 2022, ben voilà, là, ça me calcule un autre chiffre puisque je l'ai acheté le 9 septembre 2022. Et du coup, ben, pour 2022, c'était un plus petit montant que pour les autres années, où là, c'était 500 euros. Ce que je peux faire aussi, c'est voir comment ça se passe mois par mois, juste pour avoir une idée. Voilà, en 2022, c'était ce montant-là. Et en fait, la différence, ben, vous voyez qu'en 2027, elle sera récupérée pour que l'entièreté soit bien amortie. Et donc là, je vois ce qui reste à amortir par rapport aux 2500 euros. Chaque année, je vois le montant restant à amortir qui diminue d'année en année de plus en plus jusqu'à atteindre zéro. Ça voudrait dire que j'ai tout déduit. Donc ce genre de choses, le fisc s'attend à ce qu'on tienne un tableau d'amortissement. Donc c'est très important de l'avoir sous la main et aussi pour vous y retrouver, savoir qu'est-ce qui vous reste encore à amortir, pouvoir l'encoder dans votre déclaration, dans votre comptabilité. Pardon. On a mis aussi un justificatif, enfin un explicatif au-dessus en fonction des différents biens qu'on amortit. Donc, par exemple, neuf, c'est 5 ans et occasion, c'est 3 ans. Mais le matériel informatique, comme les ordinateurs, comme ça change très régulièrement, c'est tout à fait admis d'amortir sur 3 ans. On a pour l'immobilier des règles différentes qui sont 33 ans pour du neuf et pour du non neuf, 20 ans, par exemple. Voilà. Et alors pour du mobilier, si vous achetez un meuble qui dépasse les 800 euros pour votre cabinet, sachez que c'est 10 ans, parce que ça tient beaucoup plus longtemps, bien sûr, et donc on l'amortit sur une plus longue période. L'idée, c'est de coller à la réalité. Voilà, alors 2 questions. Une de Emma, est-ce qu'on peut déduire, par exemple, un ordinateur qui a été acheté avant l'activité pro et qui sert à l'activité pro? Alors oui, bien sûr, 6 mois avant. Tout ce qui a été acheté 6 mois avant le début de ton activité professionnelle et pour peu que ça reste dans la même année aussi. C'est pour ceux qui ont débuté leur activité en janvier, par exemple, et qui ont fait des achats en décembre l'année d'avant. Malheureusement, là, ça ne fonctionnera pas parce que c'est plus sur la même année fiscale. Mais sinon, oui, si c'est dans les 6 mois avant, il n'y a aucun problème, c'est déductible. C'est pas grave si tu l'as payé avec un compte qui n'est pas dédié à ton activité professionnelle. Alors, Arthur, les amortissements concernent généralement les frais de formation, par exemple, ou seulement les frais matériels? Très, très bonne question. Est-ce qu'un frais de formation, ça va être amorti? La durée de vie d'une formation, c'est quand on la consomme. Donc, en général, on va à la formation et puis ça s'arrête là, donc on ne l'amortit pas. Par contre, tu pourrais avoir, par exemple, je ne sais pas, l'achat d'une plateforme où tu as accès à vie, qui coûte, ouais, non, même pas à vie, ça ne fonctionnerait pas. Non, en général, je ne vois pas d'exemple comme ça, mais tout ce qui est formation, on achète en one shot. Même si c'est une formation sur plusieurs années, à ce moment-là, c'est soit on déduit tout la première année, ou alors éventuellement, si c'est sur 2 ans, on peut choisir de lisser la- le paiement. Par exemple, la moitié une première année, puis l'autre moitié la deuxième année.
Mais comme c'est pas un bien qu'on peut revendre, qui a une durée de vie, c'est pas amortissable. Seule chose que tu peux faire, c'est demander à l'organisme de formation de répartir le paiement pour que tu puisses le déduire une partie l'année 1 et une partie l'année 2. Ça, tu peux faire. Pour des grosses formations, ça peut être plus intéressant. Surtout puisque, en général, quand on débute, la première année, ben, on est très peu imposable et donc on essaye de faire en sorte que les frais qu'on doit payer, ben, si c'est des gros frais, si on peut les déduire l'année d'après où on est plus imposable parce qu'on va plus travailler et c'est plus intéressant, effectivement. Alors, passons à la suite. On arrive à la fin des frais professionnels et donc, faites des frais professionnels, vous payerez moins d'impôts. Question à vous, à votre avis, est-ce que cette phrase est correcte? Faites davantage de frais professionnels pour payer moins d'impôts et gagner plus. Faites davantage de frais professionnels pour payer moins d'impôts et gagner plus. À votre avis, est-ce que cette phrase est correcte, vrai ou faux? C'est assez facile à répondre, donc je vous laisse encore 10 secondes et puis on va allez, un peu plus que 10 secondes, le temps de mettre le QR code quand même pour ceux qui nous ont du QR code pour répondre. Ah bah c'est déjà off en fait. Je vais rajouter. Est-ce que si je fais ça. Ah oui, il faut appuyer sur C. Ah voilà. Ok, pour ceux qui voulaient encore répondre. Ben, tout le monde dit faux, mais c'est génial ça. Je m'attendais à beaucoup plus de vrai, parce que c'est une phrase qu'on entend souvent, que même des comptables conseillent à leurs clients. Oui, ils ont en fin d'année, oh, il faut faire des frais professionnels. Ouais. Ben, c'est pas une bonne idée de faire des frais professionnels. On va y venir tout de suite. Juste avant, une question d'Arthur, les amortissements concernent. Ah non, j'avais déjà répondu, pardon. Et donc, oui, c'est pas une bonne idée de faire des frais professionnels. Pourquoi? Parce que euh, si on fait beaucoup de frais professionnels, eh ben, on va payer un peu moins d'impôts, mais on va surtout diminuer notre revenu en fait. Et donc, si ce n'est pas un frais qu'on a besoin, qui est nécessaire à notre activité professionnelle pour, par exemple, générer plus d'argent ou pour avoir une meilleure qualité au quotidien, une qualité de professionnel, je veux dire, qualité de vie professionnelle, ben, ça n'a pas d'intérêt. Si par exemple votre ordinateur fonctionne toujours, il n'y a pas d'intérêt de le changer juste pour faire un frais professionnel. Vous allez juste perdre de l'argent et voilà, pareil pour une voiture, acheter une nouvelle voiture avec l'ancienne fonctionnait, ou acheter une voiture plus chère juste pour faire un frais professionnel, ça n'a pas de sens. Si vous voulez mieux gagner votre vie, ben, il faut aller à la chasse aux frais et essayer de retirer tous les frais qui vous grappillent de l'argent inutilement. Comme un leasing sur une grosse voiture bien chère qui vous bouffe tout votre argent. Ça peut être une manière de gagner plus d'argent dans son quotidien mensuellement. Par contre, le frais pro idéal, et lui, c'est très important, c'est celui qu'on ne fait pas et celui aussi qu'on identifie alors qu'il était avant privé. Je donne un exemple. Imaginons qu'avant, vous aviez Internet à la maison, mais maintenant, vous avez une activité professionnelle, donc il y a une partie d'Internet que vous pouvez déduire professionnellement. Donc, paf, vous décidez maintenant de faire passer votre Internet à la maison sur votre compte dédié à votre activité professionnelle, comme ça, c'est votre compte pro qui le paye plutôt, et puis ça part de votre compte pro, vous le déduisez. Bien sûr, dans les frais mixtes, vous n'êtes pas obligé que le frais parte de votre compte dédié à votre activité professionnelle, mais c'est fortement conseillé. Je sais que c'est un peu pénible de devoir changer le compte de domiciliation pour votre Internet à la maison ou autre, mais c'est plus facile puisque comme ça, vous avez tous vos justificatifs de frais que vous allez déduire qui sont sur le même compte. Et donc, en cas de contrôle, le fisc ne doit que scruter un seul et même compte et vous aussi, vous allez devoir que vous concentrer sur un seul et même compte. C'est beaucoup plus simple. Voilà, on va passer au compte pro. Et donc, question suivante, à votre avis, faut-il un compte bancaire séparé du compte privé? Je crois que j'ai déjà répondu, donc ça va être facile.
Effectivement, là, il y a du vrai, 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 vrai. Alors, en vrai, c'est pas nécessaire tant qu'on ne dépasse pas les 10 ou 20 000 euros de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. Mais dans la pratique, c'est vachement conseillé parce que ça vous permet de séparer les choses. Voilà. Si on dépasse pendant 2 ans consécutifs les 10 000 euros de rentrée. Mais par contre, c'est important que le compte pro dédié à votre activité professionnelle ne doit pas spécialement être un compte particulier, professionnel, bien cher, là, que les banques, elles vous vendent à 7 euros par mois, des trucs comme ça. Vous pouvez prendre un compte gratuit et je vous recommande de prendre un compte gratuit. Il y a des comptes en ligne où vous pouvez bénéficier bien sûr d'une carte de banque, parce que ça c'est important. Une carte de banque, c'est possible Visa Débit, comme ça vous pouvez payer aussi en ligne facilement. Et donc, c'est gratuit et ça ne vous coûte rien du tout. Et ça vous permet d'avoir un deuxième compte. Il faut juste avoir un deuxième numéro de compte et c'est tout. Alors, Roman pose une question. Si Internet est payé avec mon compte, mais qu'il y a le nom de mon compagnon sur la facture, est-ce que c'est grave? Alors, ouais, ça va être bizarre, effectivement, parce que c'est payé avec ton compte, mais ce qui importe, c'est la personne à qui c'est destiné. Et si on voit qu'il y a le nom de ton compagnon, le fisc il va se dire, oui, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est pas Internet pour votre compagnon dans sa seconde résidence ou quoi que ce soit. Si il y a bien ton adresse aussi et que vous avez la même adresse, à ce moment-là, ça va. Par contre, si c'est une autre adresse, s'il y a quelque chose qui est un peu louche à ce niveau-là, c'est pas top. Le mieux, c'est de le mettre quand même à ton nom, si tu peux. Comme ça, tu es sûr de ne pas avoir de soucis. Ça, c'est vraiment l'idéal. Parce que si le fisc, il pourrait dire, oui, mais OK, vous payez peut-être l'Internet de votre compagnon, et puis vous avez peut-être un deuxième Internet ailleurs que je ne vois pas. Enfin, ça peut porter à confusion. Alors, Adja pose une question. Est-ce que c'est considéré comme de la fraude de payer des choses qu'on ne peut pas déduire des impôts sur notre compte pro? Des choses qu'on ne peut pas déduire des impôts avec notre compte pro. Alors non, non, c'est pas du tout considéré comme de la fraude, mais je te recommande pas de le faire parce que tu vas être perdu dans tes comptes. En fait, vraiment, il faut se dire que le compte pro sert vraiment à payer que des choses professionnelles. Et ensuite, si tu as des choses privées à payer, tu te fais un versement mensuel de salaire, bimensuel si tu as mal calculé les choses. C'est de ne pas se faire un versement tout le temps, bien sûr, et tu payes avec ton compte privé. C'est vraiment le mieux. Vous dites-vous que plus vous séparez les deux, plus ce sera facile à lire. Je sais que c'est pas facile quand on a mis en place des domiciliations et qu'il faut tout changer. Mais vous allez voir que vous allez me remercier plus tard, si vous avez un contrôle, d'avoir les choses qui sont claires et nettes. Il y a le compte pro et il y a le compte privé de l'autre côté. Et le compte pro, on l'utilise que pour payer les choses qui sont privées, professionnelles ou en partie professionnelles. Et le compte pro, le compte privé, on l'utilise que pour tout ce qui est 100% professionnel. Voilà. Et alors, en cas d'erreur, Antoine demande si on rembourse le compte pro. Eh bien oui, en cas d'erreur, on rembourse le compte pro. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Si vous avez payé avec votre compte privé un frais, eh ben vous allez vous payer avec votre compte privé sur votre compte pro en disant, non, pardon, de votre compte pro à votre compte privé en disant erreur de compte et vous marquez le type de frais dont il s'agit. C'est la meilleure manière de faire. Comme ça, vous avez l'opération qui est bien indiquée sur votre compte pro et vous n'avez pas besoin d'aller vérifier ce frais sur votre compte privé, quoi. Alors, on passe au classement. Je regarde l'heure. Ouais. On va essayer d'avancer un petit peu plus vite, mais il y avait pas mal de questions. Je me suis permis d'y répondre. Alors, les classements, on va faire simple. Vous allez avoir les dias dans tous les cas. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo si vous regardez sur YouTube ou autre. Donc, en gros, il faut garder vos tickets pendant 3 ans, enfin vos preuves, voire 7 ans s'il y a présomption de fraude. Donc, ça veut dire qu'il faut bien conserver tout ça. Le mieux, je trouve que c'est le numérique parce que c'est facile. Vous pouvez faire des recherches, pour peu que ce soit en base de données, et donc facilement retrouver les choses. Je vous prends l'exemple ici avec Fisco. Par exemple, on veut savoir
ici dans les frais, s'il y a eu des frais de restaurant. Je tape restaurant, je vois tout de suite les frais liés au restaurant, par exemple ici. Alors là, par contre, ne me demandez pas pourquoi il y a ça qui sort. Je ne sais pas pourquoi ça sort. J'ai dû mettre un mot restaurant quelque part et puis supprimer. Et donc, ça vous permet ici facilement de retrouver les choses. Par exemple, rétrocession, est-ce que j'ai eu des rétrocessions? Voilà, rétrocession loyer, je retrouve mes rétrocessions. C'est beaucoup plus simple à manipuler et à rechercher, à vérifier si vous avez bien encodé ce frais ou pas, que si vous faites tout par papier. Donc, je vous recommande vivement d'avoir une méthode de classement qui est efficace. Bien sûr, il va falloir déposer, des preuves numériques. Moi, je vous ai montré que j'ai fait un screenshot, donc un logiciel de capture. Si vous ne savez pas comment faire un screenshot avec votre ordinateur, beh, demandez à ChatGPT. Il va vous expliquer les raccourcis clavier, et cetera, en fonction de votre PC ou de votre Mac, sur quel appareil vous êtes. Si c'est du papier, bah, vous pouvez prendre une photo avec votre smartphone. Donc ça fonctionne aussi très bien. Et par rapport à ça, j'ai une autre question à vous poser. La question suivante. Quel avantage vous associez au classement plutôt numérique des factures? Juste pour avoir votre avis par rapport à ce que j'ai déjà présenté. Hop, je vous remets ici le QR code au besoin. Et on va mettre un petit timer de 30 secondes. Ouais, ça commence à être assez clair. Encore 10 secondes, donc on voit surtout la rapidité de recherche. Bon, ici, je vous ai un peu biaisé parce que je vous ai montré le fait de faire une recherche rapide. On voit accessible partout, ça c'est très, très, très chouette aussi. Parce que ça veut dire que dès que vous en avez besoin, dès que vous voulez faire un check ou quoi, vous pouvez y accéder partout où vous êtes sur Terre et parfois vous êtes en déplacement professionnel. Et donc, ça vous permet de tout de suite l'uploader, le mettre pour ne pas le perdre et risquer d'oublier. Donc ça, c'est une très bonne chose. La sécurité, elle vient en dernier et pourtant, je trouve que c'est très important aussi parce que si vous sauvegardez sur plusieurs serveurs, comme c'est le cas ici chez Fisco Serenity, même s'il y en a un qui crame, vous en avez d'autres qui prennent le relais et donc vous avez une sécurité optimale pour conserver vos données. Si vous êtes en papier ou si vous êtes juste sur un seul serveur sur votre ordinateur, par exemple, votre ordinateur, il y a un problème, il est volé, vous n'avez plus rien. Pareil, si vous avez tout en papier et que vos papiers tombent dans l'eau ou vous perdez votre farde, vous n'avez plus rien. Donc le fait d'être en numérique et d'avoir des sécurités, donc il ne suffit pas juste d'être en numérique, il faut avoir des sécurités. Si vous êtes sur Google Drive ou Dropbox, il y a des sécurités. Hein, là, il n'y a pas de raison que ce soit supprimé comme ça. Ils ont des backups partout. Et donc ça, c'est une bonne chose. Voilà. On va parler des cotisations sociales. Pourquoi est-ce qu'on paye les cotisations sociales? Parce que ça vient alimenter nos retraites. Donc, plus on cotise durant notre carrière, plus on donne donc, à une caisse d'assurance de cotisation sociale. Donc, quand on dit ça, il y a Xerius qui apparaît, il y a Acerta qui apparaît, Partena, l'Inasti, voilà, tout plein de caisses de cotisation sociale. Et ben donc, on donne de l'argent à ces caisses d'assurance sociale et à la fin de notre carrière, plus on a cotisé, plus notre retraite va être importante. Vous allez pouvoir consulter sur mypension.be tout ce que vous avez déjà cotisé de votre carrière et voir quelle serait votre retraite si vous prenez votre retraite à l'âge légal, un peu plus tard, un peu avant. Il faut faire des simulations comme ça. Là, je vous fais un exemple rapide. Hein, c'est difficile de calculer les retraites, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais imaginons que pendant 45 ans, vous gagnez 2500 euros net par mois, ce qui est un bon salaire, et vous prenez votre retraite. Après 45 ans, vous allez avoir seulement 1200 euros net dans votre poche par mois. Donc ça fait une grosse différence par rapport à ce que vous aviez l'habitude de recevoir. Ça veut dire que il faut mettre en place, je pense que c'est pas obligatoire, mais c'est une bonne idée de penser à un moment à sa retraite, de se dire qu'est-ce que je mets en place pour avoir un complément de revenu.
que ce soit un bien immobilier qu'on met en location ou que ce soit tout simplement viser qu'après 45 ans, on n'ait plus de loyer à payer et du coup, ben, on a besoin de moins d'argent par mois. Ou alors, je mets de l'argent un petit peu de côté chaque mois, par exemple en souscrivant à une PLCI, qui est le moyen de mettre de côté le plus avantageux, puisque c'est un produit d'épargne. Donc, vous allez mettre de côté un montant et en plus, vous allez pouvoir le déduire de vos impôts et de vos cotisations sociales. Donc, vous allez payer moins d'impôts, moins de cotisations sociales grâce à ce produit-là. C'est un produit d'assurance, donc il faut demander à un courtier en assurance de mettre ça en place. Ça ne sert à rien de le mettre d'emblée de jeu dès votre première année. Il faut pouvoir mettre de l'argent de côté. Donc, d'abord, faites-vous un salaire qui est digne de ce nom, où vous vous sentez à l'aise financièrement. Et si vous commencez à vous dire, là, je sais mettre de côté, au lieu de mettre de l'argent de côté sur un simple compte d'épargne, ben, mettez-le d'abord dans une PLCI. Il y a un maximum à atteindre. Je crois que c'est 3 800 € qu'on peut mettre maximum par an là-dedans. Et ensuite, bah, si vous avez encore de l'argent de côté, bah, vous pouvez commencer à penser à épargner ou à investir en bourse ou dans des biens immobiliers, que sais-je. Faites ce que vous voulez avec votre argent. Donc là, on a parlé vraiment des retraites, mais les cotisations sociales ne servent pas qu'à ça. Ça vous sert à avoir des remboursements mutuels. C'est grâce au fait que vous payez des cotisations sociales que vous avez accès à la mutuelle en Belgique. Donc la mutuelle qui vous rembourse vos soins de kiné, de dentiste, de médecin, ben, c'est parce que vous cotisez. Donc si vous, du jour au lendemain, vous arrêtez de cotiser, vous ne faites plus rien, eh ben, vous n'allez plus avoir accès à la mutuelle, par exemple. La naissance, quand vous avez, voilà, vous avez une naissance, vous avez des indemnités, si vous ne pouvez pas travailler, congé de paternité, maternité, etc. Donc tout ça, ça fait partie aussi de pourquoi vous cotisez. En cas d'incapacité de travail, si vous touchez des indemnités. Donc voilà. Il y avait une question par rapport à ça. Est-ce qu'on y a répondu? Non, pas encore. Donc, ah oui, ça c'est une question importante. Vous savez peut-être pas facilement y répondre, mais il y a un ordre bien particulier pour procéder à vos cotisations sociales. Quel est-il? Est-ce que c'est Donc, il y a différentes étapes. Payer ses factures, les factures que ma caisse d'assurance sociale m'envoie, faire un versement spontané de cotisation sociale, demander le régime cotisation starter, calculer mes cotisations sociales avec Fiscal Serenity ou un autre outil. Alors, peut-être vous ne comprenez rien du tout à ça, euh, mais il y a un ordre très logique. Ceux qui sont partants, essayez de vous lancer. On va voir si vous trouvez une certaine logique. Donc là, je vais vous donner beaucoup plus de temps pour répondre. C'est une bonne minute là. Donc, je récapitule. Dans quel ordre est-ce qu'il faut faire les choses? Alors là, on a déjà un petit peu de réponse. Ouais, c'est assez calculer mes cotisations sociales, puis faire un versement spontané, payer les factures que ma caisse d'assurance sociale m'envoie, demander le régime cotisation sociale starter. C'est pas mal là l'ordre qui a été proposé. On voit que ça bouge encore. Ah, là, ça s'inverse totalement. Ok, je vois qu'il y a que 5 personnes qui se sont lancées jusqu'à présent, qui ont osé se mouiller. Alors, la première des choses à faire, c'est payer vos factures de caisse d'assurance sociale. C'est la première des choses. Donc, ceux qui ont répondu, vous pouvez modifier encore, vous avez 10 secondes. Parce que si vous ne les payez pas, vous allez avoir des rappels, il faudra dans tous les cas les payer. Là, ensuite, la deuxième chose, c'est calculer vos cotisations sociales à payer. Sinon, vous ne savez pas faire de versement spontané, puisque vous ne savez pas combien vous devez payer en fait. Et en fin d'année, tout à la fin, on va voir pour demander le régime cotisation sociale starter, qui est un régime dans votre première année que vous pouvez demander pour réduire votre minimum de cotisation sociale. Voilà. Et donc, il faut en premier lieu bien payer vos factures. Super important. Parce que sinon, il y a des majorations et ça, on n'a pas envie. On va y revenir juste après. Donc, je vais d'abord parler un peu des cotisations sociales. Donc, combien est-ce que vous payez de cotisations sociales? C'est un barème progressif. Il y a des petits verres qui vont se remplir, mais en gros, on reste souvent dans le premier verre, donc de 0 à 73 000 €. Il faut quand même gagner beaucoup pour sortir du premier. Ce premier verre, il est 20,5%.
Et donc, si ça dépasse, ben, le restant, là, le montant qui dépasse 73 000 va dans le vers suivant, 14% et ainsi de suite. À ça va s'ajouter les frais de gestion, calculés sur les cotisations sociales à payer. Donc, voilà, et donc on voit les frais de gestion diffèrent d'une caisse d'assurance sociale à l'autre. On a certains Xerius qui sont vraiment pas chers, et puis ensuite on a Partena et l'Inasti qui sont beaucoup plus chers. Il faut savoir aussi qu'il n'y a aucune cotisation sociale à payer si on est indépendant, complémentaire ou étudiant avec un revenu net inférieur à 1 600 euros par an, net. Donc, ouais, c'est pas grand-chose. Ensuite, on prend un exemple. Vous gagnez 60 000 euros et vous avez 10 000 euros de frais pro déductibles. Vous allez les retirer pour avoir vos 50 000 euros la net avant impôt, puisque les cotisations sociales vont se calculer sur votre revenu net avant impôt. Ce n'est pas votre net final, c'est juste pour calculer les cotisations sociales, il faut retirer les frais pro, puisque on les déduit, les frais pro. Et puis, sur les 50 000, ben, on va faire les 20,5%. Donc, ça veut dire 10 250 ici. On va juste remplir le premier vers dans cet exemple-là. On ne va pas aller jusqu'au deuxième vers. Et donc, là, on voit, si on était chez Xerius, ben, il faudrait en plus rajouter 3,05%, donc 310 euros. Par contre, chez Partena, ben, ce serait 435 euros. Pourquoi je vous fais cet exemple? Juste pour vous faire prendre conscience que c'est une différence de 120 euros par an. Mais sur 35 euros de carrière, 35 ans de carrière, ça fait quand même 4 200 euros. Et donc, ça peut être intéressant de choisir votre caisse d'assurance sociale en fonction des frais de gestion. Et donc, si on ajoute ces frais de gestion au final, le pourcentage final il est un peu inférieur à 21,5%, plus ou moins. Mieux vaut toujours surestimer et être remboursé plus tard, parce que si vous avez surestimé vos cotisations sociales, ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours remboursé. La caisse d'assurance sociale fait le recalcul plus tard, une fois que vous avez communiqué vos chiffres, là, vos 60 000 euros et vos 10 000 euros d'impôts, vous les communiquez aux chiffres, au fisc via votre déclaration d'impôt. Et donc, quand le fisc a transmis ça à votre caisse d'assurance sociale, ben c'est là qu'il va vous rembourser si vous avez payé trop. Vous pouvez changer de caisse d'assurance sociale quand vous voulez, ça c'est une question d'Antoine. Seulement, il va y avoir un stage d'attente. Pour éviter de le faire comme ça là tous les ans, je crois que c'est 2 ans qu'il faut attendre avant de changer de caisse d'assurance sociale. Mais si ça vous intéresse, je peux, parce que j'ai des accès là à Xerius, si vous voulez passer par exemple chez Xerius, vous pouvez venir me contacter, je peux faire le changement pour vous via l'application auquel ils m'ont donné accès. Et comme ça, vous n'avez rien à faire, tout se fait automatiquement. Donc, je n'ai encore jamais fait ça, mais je sais que j'ai les accès. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Parce que ça vaut la peine. Moi, par exemple, j'étais chez Partena. Du coup, je suis passé chez Xerius. Mais j'ai un stage d'attente. Donc, je crois que l'année prochaine, je passerai là-bas. Alors, cotisation sociale, j'ai parlé de paiement anticipé. Les paiements anticipés, ça veut dire que vous n'attendez pas que la caisse d'assurance sociale vous demande l'argent, vous le faites dans l'année en cours, vous faites le paiement dans l'année en cours s'ils vous ont demandé trop peu. Alors, c'est vraiment conseillé et de faire le point en fin d'année. Pourquoi en fin d'année? Puisque vous avez votre situation comptable complète, vous savez combien vous avez gagné, vous savez tous vos frais pro, et donc vous savez facilement avoir votre chiffre de cotisation sociale. Et donc là, ça va vous constituer une réserve spontanée en fait. Vous allez payer vous-même et puis la caisse d'assurance sociale va l'attribuer à votre année 2025 par exemple. Et au moment du recalcul, ils vont regarder ce que vous avez payé spontanément et ce qu'ils vous ont demandé de payer. Ils vont faire la somme des deux, ils vont voir s'il reste encore quelque chose. Alors, il y a un minimum pour les indépendants à titre principal, c'est 910 euros par trimestre, c'est le minimum parce que quand même, vous avez droit à des avantages sociaux et donc il faut quand même un minimum cotiser. On y arrive assez vite, ça correspond à 1 300 euros net par mois. Donc, a priori, on y arrive assez vite. En titre
Complémentaire ou étudiant, il n'y a pas de minimum. Ça, c'est bon à savoir. On va vous demander de payer quelque chose, mais si vous avez gagné 0 € sur l'année, on va vous le rembourser, c'est quelque chose qu'on vous a demandé de payer. Pour être indépendant à titre complémentaire, soit dit en passant, il faut avoir minimum 50% d'emploi salarié. Donc ça, c'est régi par la loi. Et c'est toujours très intéressant d'être complémentaire, parce que ça vous permet d'un côté d'avoir la sécurité salariale et d'avoir des forfaits de frais salariés, et en même temps de pouvoir déduire des frais professionnels liés à votre activité complémentaire, et donc c'est tout bon, quoi. Mais il faut être, entre guillemets, cloisonné dans du salariat, puisque là, on a un boss, on a un patron, il y a une hiérarchie, c'est différent. Et alors, le bon plan, c'est la cotisation starter, mais ça, il faut vraiment la demander en fin d'année et il faut voir si c'est intéressant. Parce que si vous la demandez alors que vous gagnez trop, vous dépassez le montant minimum pour l'obtenir, ben vous allez avoir une majoration, une amende. Donc, il faut vraiment voir ça en fin d'année. Vous pouvez la demander rétroactivement. Et donc, ça fonctionne pour votre 4 premiers trimestres d'établissement en indépendant. Donc dans l'application, bah, c'est très simple, ça se calcule tout seul. Donc ici, je prends toujours ce compte de démonstration, je vais dans récapitulatif. Imaginons que j'ai tout rempli, je suis en fin d'année. Ah ben, je vois ce que j'ai payé. Voilà, j'ai déjà payé 6 066,50. Ben, je vois ici qu'il me reste encore 1 802 € à payer. Donc si j'ai bien encodé tous mes frais professionnels dans l'application, mes revenus, ben, je sais que je vais pouvoir faire ce versement anticipé d'impôt pour régulariser ma situation. Et donc, bien sûr, je n'oublierai pas de l'encoder dans la catégorie cotisation sociale pour pouvoir retenir que c'est bien en ordre. Je vais mettre au 31/12, par exemple. Alors, soit dit en passant, ici, vous voyez que comme j'ai encodé un montant qui est supérieur à 800 €, ben, l'application a intégré un garde-fou. Elle me rappelle que, comme c'est supérieur à 800, si ça concerne un achat matériel, ça devrait être amorti sur plusieurs années en remplissant le tableau d'amortissement. Et donc ici, ben voilà, là, je suis conscient que ce n'est pas un achat matériel. Je vais juste mettre versement spontané pour m'y retrouver et je sauvegarde. Voilà, il est bien indiqué ici. Et donc maintenant, si je retourne dans mon récapitulatif, ben normalement, ça devrait être en ordre. Et effectivement, ben là, vous voyez, j'ai tout payé, je suis tout en ordre, tout est bien. Et je peux sereinement clôturer mon année. Alors, l'étudiant indépendant, je vous laisse lire ça à votre aise, vous aurez les dias, on ne va pas s'attarder là-dessus comme le temps avance. L'indépendant complémentaire, pareil, j'en ai déjà parlé. Et on va passer aux impôts. Et avant ça, il y a une question de Camille. 1 300 € net par mois quand on retire les frais professionnels pour les cotisations sociales en indépendant temps plein. Ouais, je reviens juste là-dessus alors. Alors ici, on a, oui, je disais que le minimum, en gros, vous allez avoir un minimum de cotisations sociales à payer. Imaginons que vous avez 910 € par trimestre à payer. Je prends ma calculette pour calculer combien ça fait par mois. Alors, si elle veut bien s'afficher. Ouais, ça s'affiche. Donc, on divise par 3, on est à 300 €. On dirait 300 €. 300 € par mois de cotisation sociale. En sachant que, en gros, les cotisations sociales, c'est 20%. On l'a vu tantôt, c'est 20% de ce qu'on gagne net avant impôt. Donc, ça veut dire ce qu'on a là, les 50 000 moins les 10 000 là, qu'on a gagné, par exemple. Donc, imaginons que j'ai gagné 3 000 € là, brut, et que j'ai 1 000 € de frais. Je vais vous afficher peut-être. Non, c'est pas affiché ça. Ah, si, ça a affiché, yes. Donc, ça veut dire qu'on a 2 000 € net avant impôt et avant cotisation sociale. Si je multiplie ça par les 21%,
21,5 même, beh, ça fait, 430 €. Ça veut dire que là, par rapport aux 300 € minimum, de cotisation sociale, je suis au-dessus. Donc ça veut dire que c'est tout bon. Je vais devoir même payer un peu plus. Par contre, si, mettons que je gagnais seulement, 2 000 €, beh, là, je suis en dessous, je suis à 215 € et c'est en dessous de 300 €. Donc dans ce cas-là, par exemple, je vais devoir payer, beaucoup de cotisations sociales. Ça va pas être du 21,15 du 5. Si on fait le ratio, ça va être 215 €. Hop, 215 et par ça. Hem, je suis perdu là. Ça fait 21,5, ouais, qu'est-ce que je devais faire? Je sais plus. Je me suis perdu moi-même. Hem, ah oui, c'est ça. Donc bref, je me suis perdu dans les explications, je ne vais pas aller plus loin, mais je pense que vous avez compris que l'idée, c'est d'essayer de gagner, heu, au moins, suffisamment que pour payer ses cotisations sociales minimales. Mais je vous rassure que ça ne devrait pas être un problème en tant que kiné, vous allez vite, gagner. Je ne sais pas si, c'était clair comme explication, Camille? Il est un petit peu tard, je sens que je fatigue un petit peu avec la présentation aussi. Mais on peut en rediscuter, tu peux venir me voir en privé si jamais tu as des questions. Euh, Plutôt demain. Là, je pense qu'en fin de journée, je vais prendre un petit peu de repos. Merci pour ta compréhension, Camille. Alors, pour les impôts. Ah ben là, il y a encore une question. On est parti. Je suscite encore un petit peu de votre attention. Quelle est la plus grande inquiétude que vous pouvez avoir face aux impôts? Et donc là, c'est quelque chose, un nuage de mots. Donc, laissez-vous aller dans ce qui vous inquiète face aux impôts. La première chose qui vous vient en tête, sans trop réfléchir, notez-le et on va débunker ça ensemble. Donc là, on voit payer beaucoup d'argent, montant énorme. Comment les remplir? Ouais, contrôle fiscal. Alors ça, on en a déjà parlé. J'espère que ça vous a un petit peu rassuré. Faire la déclaration d'impôt, on va en parler aussi. Payer trop d'argent, je suppose que ça rentre dans la même catégorie que payer beaucoup d'argent. Trop d'argent face aux impôts, on ne pourra jamais payer trop, c'est des calculs, bien faits, donc ils ne se trompent pas. Mais par contre, on paye parfois beaucoup d'argent, ouais, des montants énormes. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Montant énorme à nouveau, donc ouais, vous rejoignez bien là-dessus. Et sensation d'être perdu, c'est normal, c'est nouveau, donc vous allez voir que on va y répondre tout de suite. Alors, les impôts, c'est quoi? Ici, on a pris les chiffres de l'année 2025, légèrement arrondis pour plus de pédagogie. Donc, en gros, l'impôt, il est proportionnel au revenu net avant impôt. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'on a gagné, moins les frais pro et moins les cotisations sociales, qui est considéré aussi dans ce cas-ci comme un frais professionnel. Et donc, on a un cadeau fiscal. Les 11 000 premiers euros d'impôt qu'on gagne comme ça, ben, ils ne sont pas imposés. Donc, ça veut dire que le premier verre, là, il est à 0% d'impôt. Cool, bonne nouvelle. Tout l'argent, là, toute l'eau qui remplit le premier verre, eh ben, c'est 0% d'impôt. Ensuite, dès que ça dépasse, là, on a gagné par exemple 11 001 €, eh ben, il y a le 1 euro qui va aller dans le verre à 25%. Donc, ça veut dire qu'on va juste payer 25% de 1 euro. Donc, ça veut dire 25 cents. C'est important de vous expliquer ça parce que souvent les gens pensent que dès qu'on atteint les 25%, voilà, tout est imposé à 25%. C'est juste le contenu. Et ça fonctionne à chaque fois pour chaque verre. Donc, c'est des vases non communicants, des vases clos. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on a des majorations si on ne paye pas ses impôts de l'année en cours. Alors, on espère que cette majoration sera supprimée en 2026. C'est à l'ordre du jour du gouvernement, mais ce ne sera peut-être pas le cas. Donc, c'est important d'anticiper et de payer chaque fin d'année ses impôts pour éviter la majoration.
pour aussi être en ordre d'impôt, parce que ça ne sert à rien de garder des casseroles. Tout ce que vous avez gagné sur l'année, il y a une partie qui va aux impôts, donc il faut autant le payer, que ça sorte de votre compte pro. Et un dernier point, c'est qu'il y a aussi la taxe communale, qui, elle, c'est entre 5 et 9 en fonction de votre commune, et c'est entre 5 et 9 de vos impôts. Donc, si vous avez 1 000 euros d'impôts à payer, ça va être entre 50 et 90 de taxes communales en plus que vous devrez payer, donc entre 1 050 et 1 090 euros d'impôts totaux à payer. Voici l'exemple où les 19 000 euros vont se répartir dans les différents vers. Voici un autre exemple avec 29 000 euros. Voici un exemple avec 55 000 euros pour vous montrer qu'on répartit les différents montants dans les différents vers. Et c'est chaque vers qui est bien imposé. Là, le premier vers, là, c'est 5 000 euros qui sont imposés à 25%. Deuxième vers, c'est 13 000 euros qui sont imposés à 40%, puis là, 21 000 euros à 45%, et enfin, il n'y a que 5 000 euros là qui sont imposés à 50%. Et puis, on fait la somme de chacun des vers, des impôts dans chacun des vers. Alors, Juliette qui demande la commune où on exerce ou la commune où on habite. Pour la taxe communale, c'est la commune où on habite, la commune où on est domicilié. Voilà, comme ça, c'est clair. On a d'ailleurs mis en place un outil dans l'application qui vous permet de rentrer ici votre commune. Et donc, par exemple, imaginons que vous habitez à Wavre. Bien, vous sélectionnez Wavre et voilà, là on voit c'est 6,8%. C'est pas beaucoup. Par contre, si vous êtes à Gré d'Oiseau, 6,9, ça va. Et puis il y a Ostende, je crois, Ostende qui est très bas, qui est. Ah non, c'est peut-être Knock alors. Ouais, Knock East, voilà, il est à 0%. C'est très, très intéressant pour les personnes qui veulent échapper à la taxe communale. Mais voilà, c'est l'endroit où on habite. Donc, il faut être domicilié là. Et puis, il y a des communes un peu plus chères. Par exemple, Braine-le-Château, on est à 8%, enfin plus cher. En gros, ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous êtes dans une commune qui prenne plus de taxes communales, a priori, ils vont faire plus de travaux avec cet argent. Donc, ils vont embellir la commune, a priori. Alors, Juliette demande si elle est non résidente belge. Est-ce que tu es exempté? Ben oui, à ce moment-là, tu vas payer des taxes communales en France, a priori. Et encore que, si vraiment, en fait, on va déterminer l'endroit où tu travailles le plus pour déterminer l'endroit où tu vas payer de la taxe communale. Ouais. Mais c'est des questions plus spécifiques, ça sort du cadre de cette présentation. Alors, donc, comme vous avez compris, les vers se remplissent progressivement. Donc, en fait, l'impôt est progressif. Plus on gagne, plus on va être imposé en taux moyen. Donc, ici, on voit qu'à la fin du vers à 25%, quand on a tout rempli, ce premier vers-là, on est imposé au total à 8%. Pourquoi 8% et pas 25%? C'est parce qu'il y a d'abord 11 000 euros qui sont imposés à 0%. Donc la moyenne, là, elle est bien tirée vers le bas, en fait. Et donc, sur nos 16 000 premiers euros, là, on devra payer seulement 8% d'impôt. Et ça monte comme ça progressivement. Donc, il ne faut pas vous inquiéter de gagner de plus en plus. Bien sûr, vous allez plus payer d'impôts, mais c'est aussi comme ça qu'on gagne mieux notre vie. Il n'y a pas il y a pas de secret. Si vous payez de l'impôt, ça veut dire que vous gagnez bien votre vie. Donc, c'est une reconnaissance plus qu'une sanction. Et c'est comme ça pour tout le monde dans cette société. Plus tôt vous l'acceptez et vous êtes au clair avec ça, et mieux ça ira. Et vous ne devez pas à chaque fois serrer les fesses quand vous voyez ce que vous devez payer comme impôt. Tout ira bien si vous reconnaissez que c'est juste normal de payer de l'impôt et voilà. Et bien sûr, il y a de l'optimisation fiscale possible et bien sûr, ça, il faut la mettre en place. On va en parler peut-être un petit peu à la fin de cette présentation. Donc, en résumé, pour l'impôt, l'important, c'est de faire des versements anticipés d'impôts. Il y a différentes périodes pour faire vos versements anticipés d'impôts et chercher les bonifications d'impôts qui sont très intéressantes à prendre. Je vais y revenir.
Et donc, il faut savoir l'impôt qu'on doit payer à chaque période. Et donc là, dans Fiscal Serenity, j'y reviens à nouveau pour vous expliquer comment faire. Donc, vous allez, par exemple, aller dans Versement anticipé d'impôt, ici le menu. Vous allez aller dans le listing. Et là, je vous mets un explicatif pourquoi et comment faire des versements anticipés d'impôt. Ben déjà, on va éviter les majorations d'impôt après les 3 premières années, parce qu'il faut savoir que vos 3 premières années d'indépendant à titre principal, vous n'avez pas de majoration d'impôt si vous ne payez pas vos impôts d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est chouette. Vous n'aurez pas de majoration d'office si vous êtes indépendant complémentaire. Ça, c'est cool. Mais par contre, vous pouvez obtenir une bonification d'impôt pour vos 3 premières années d'activité principale ou si vous êtes indépendant complémentaire. Et donc, la bonification, en gros, c'est en fonction du trimestre où vous êtes, vous allez avoir une bonification dégressive. Donc, plus vous faites tôt le versement anticipé, mieux c'est. Imaginons que là, vous versez 1 000 € d'impôt au premier trimestre, eh bien, vous allez, sur les 1 000 € gagner 45 €, ce qui est intéressant quand même. On ne crache pas dessus. Pour le deuxième trimestre, si vous versez à nouveau 1 000 €, ben, c'est 37,5 €. Troisième trimestre, là, ce sera 30 € et puis 22,5 € si vous versez 1 000 € au dernier trimestre. Ça peut parfois être des montants plus importants comme 10 000 € si vous payez avant le 10 avril. Ben là, c'est 4 500 € qu'on économise, donc c'est quand même assez intéressant. Et donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on doit verser. Donc, pour le savoir, il faut faire une simulation. Et donc, on va par exemple imaginer ici, avec l'application, notre revenu d'indépendant. Donc là, par exemple, j'ai encodé sur toute l'année ce que je pense gagner et on va aussi retrancher ce qu'on pense avoir comme frais professionnels. Donc dans cette simulation ici, par exemple, je pensais gagner 5 000, je pensais avoir 1 000 € de frais, donc ça me fait 4 000, et donc je vais encoder plutôt 4 000 ici. Comme ça, je ne dois pas encoder manuellement 1 000 € de frais en allant dans la catégorie frais, etc. C'est plus simple. Je note simplement ici mes différentes simulations. Voilà, je fais la même chose ici. Et je note ça partout. Hop, hop. Ici, mes 4 000. Et comme ça, je fais une simulation en début d'année, parce qu'en début d'année, je n'ai pas mes chiffres. Donc, là, ici, on va imaginer qu'on a nos chiffres que jusqu'à avril, par exemple. Et donc, tout le reste, j'encode pour pouvoir alimenter mon année, comment est-ce qu'elle va être dans l'application. Parce que si je ne fais pas ça, dans l'application, elle va me dire, vous gagnez en dessous des 11 000 premiers euros d'impôt, donc vous n'avez pas d'impôt à payer. C'est pour ça qu'il faut toujours bien compléter quand vous faites une simulation pour vos versements anticipés. Et puis, je vais aller dans mon récapitulatif et je vais voir l'impôt total. Donc ici, dans ce cas-ci, là, il y a de l'impôt salarié et impôt indépendant. Donc, je vais juste regarder la partie indépendant. Donc voilà, j'ai 6 500 € d'impôt qui m'est indiqué. Et donc ici, comme j'ai fait pour toute l'année, je peux choisir soit d'anticiper ces 6 500 € en me disant, voilà, je les paye tout de suite, comme ça j'ai une grosse bonification, ou alors de me dire, je n'ai pas l'argent là maintenant, donc je vais juste payer une partie. Donc dans mon exemple ici, je suis arrivé jusqu'au avril, donc ça veut dire que on va dire que j'ai fait un trimestre et donc je vais diviser à peu près par 4 ces 6 000 €. Donc je vais payer donc 6 000 divisé par 4, ça fait 150 €. Donc, je vais payer 150 € d'impôt, tout simplement. Donc vous avez ici les consignes pour faire votre versement anticipé. Voilà, voilà. Comment est-ce qu'on procède pour faire ce versement anticipé d'impôt? Je vais vraiment dans le détail dans cette présentation. Habituellement, je ne vais pas aussi loin, mais c'est juste pour vous donner un aperçu de comment fonctionnent les choses, plus que vous donner juste de la théorie. Et bien sûr, c'est le genre de choses qu'on fait en suivi client chez Fiscal Serenity. On vous aide avec tout ça pour que vous y voyez plus clair. Là, c'est pour vous montrer comment on fait les versements anticipés d'impôts. Donc, on va sur MyMinFin et puis on cherche versement anticipé.
Et là, en fait, on a simplement un numéro de compte qui est indiqué et une communication structurée pour pouvoir payer simplement ce qu'on doit payer. Si on a trop payé, ben, on peut demander un remboursement, c'est jamais trop grave. Donc, on est relax par rapport à ça. Donc, en résumé, voici le tableau là pour passer du net enfin, du brut au net. Donc, on a 40 000 euros annuels qu'on a gagnés. Il y a des frais pro à 10 000 euros. Donc, il nous reste 30 000 euros dans la poche. Et puis, ensuite, on a des cotisations sociales. Donc, on va déduire les cotisations sociales à 21,5% dont je vous ai dit. Et donc, il reste un net avant impôt de 23 550 pour être précis. À cette tranche-là, là, quand on injecte les 23 000 dans les différents verres, on a un taux moyen d'impôt d'à peu près 25%. Donc, si on retire là cet impôt, ben, il nous reste 17 700 euros. Donc, ça correspond plus ou moins à 45% du brut. C'est une seule situation, comme vous avez vu. Pour peu que j'avais fait plus de frais professionnels, ben, j'aurais peut-être encore moins que 45%. Ça peut varier. Pour peu aussi que je gagne plus d'argent, que mon brut peut-être soit 100 000 euros ou 200 000 euros, ben, j'aurai encore moins dans ma poche. C'est comme ça. Donc ça varie d'une personne à l'autre, d'une situation à l'autre. Et pour terminer, on va parler de la déclaration d'impôt parce que c'est quelque chose qui revenait dans vos inquiétudes. Et pourtant, c'est tellement simple, vraiment tellement simple. Déjà, dans l'application, vous avez tous les codes et les montants qui sont calculés. Donc ici, on les voit ici à droite, tout est calculé. Et ensuite, dans votre déclaration d'impôt, vous avez un encodage rapide où vous avez juste à mettre les codes, les trois codes qui sont là, 1650, 56 et 57, qui correspondent en gros à vos recettes que vous avez gagnées sur l'année. Ensuite, vos cotisations sociales que vous avez payées. Et enfin, vos frais professionnels. Et donc, vraiment, il n'y a aucune inquiétude à se faire. Si on va dans le récapitulatif, par exemple, de l'application, et qu'on descend, on trouve les codes de déclaration d'impôt. Donc ben là, tout est fait. J'ai 48 000 euros là à indiquer dans le 1650. Je marque mon 1656 qui correspond à mes cotisations sociales. Et enfin, je mets mon 1657 qui correspond à mes frais réels. Et l'application nous donne aussi la possibilité de voir si le forfait de frais est intéressant. Donc, il y a 4 114 euros de forfait de frais. Donc là, dans ce cas-ci, je ne vais pas utiliser le forfait de frais. Je vais plutôt prendre mes frais réels parce que c'est plus intéressant. Mais si c'était l'inverse, ben, elle nous mettrait en vert ici que c'est intéressant. Et donc, on utiliserait plutôt le forfait de frais. Dans ces cas-là, dans la déclaration d'impôt, tout simplement, dans les frais, on marque 0 euros. Donc, on ne note pas le code 1657, on ne le mentionne pas et le fisc automatiquement utilise le forfait de frais. C'est une optimisation fiscale qui peut être intéressante, surtout quand on débute. Voilà pour la déclaration d'impôt. Des questions que certains se posent, c'est le passage en société. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que le temps avance. Et du coup, je vous laisse cette slide pour la lire de votre côté, à votre aise. Et sachez qu'on fait des analyses possibles avec Fiscal Serenity. Donc, on prend le temps de voir si c'est intéressant ou pas de passer en société. Spoiler alerte, dans la plupart des cas, ce n'est pas intéressant. Ça va être intéressant quand vous travaillez comme un forcené et que vous générez un cash énorme, mais que vous n'avez plus de vie sur le côté et proche du burn-out. Mais bon, il y a certains profils de personnes qui arrivent à naviguer dans ces eaux-là dangereuses et donc pour qui c'est intéressant de passer en société. Et enfin, il y a le régime de la franchise. Donc ça, c'est si vous faites des activités en dehors de la kiné, c'est intéressant d'utiliser le régime de la franchise pour pouvoir facturer. Sinon, vous ne pouvez pas travailler en tant qu'indépendant en dehors de la kiné, en dehors du soin de santé. C'est très simple à mettre en place et on met ça en place en 10 minutes avec nos clients Fiscal Serenity avec un simple rendez-vous et ça prend vraiment que 10 minutes. Et ça vous permet ensuite de facturer tranquillement. Et maintenant,
ceux qui sont encore avec nous ce soir. Et maintenant, comment évaluez-vous votre compréhension de la comptabilité après cette présentation? Est-ce que c'est très clair, plutôt clair, moyennement clair? Alors là, il y a l'option 4. L'option 4, c'est censé être pas clair du tout, du coup. Je- Désolé pour cette erreur. Donc l'option 4, c'est pas clair du tout. Je vois que là, il y a beaucoup de plutôt clair, ce qui me rassure dans le cadre de cette présentation. Ça veut dire qu'elle était quand même bienvenue. Du coup, notre philosophie, comme vous l'avez compris chez Fisco Serenity, c'est de vous apprendre la comptabilité. Je pense qu'on a fait nos preuves là avec cette présentation qui vous a permis d'y voir plus clair. Pourquoi est-ce qu'on veut vous apprendre ça? Parce qu'on a mis en place une application et que comme il y a une application, il y a besoin d'encoder par vous-même et donc de comprendre comment encoder vos chiffres. Et nous, ce qu'on met en place pour que vous soyez serein par rapport à cet encodage, c'est autant de coaching nécessaire. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous quand vous voulez. Tout est inclus dans votre abonnement que vous prenez pour pouvoir avoir réponse à vos questions. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place Fisco Serenity? Parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de kinés qui avaient peur de la comptabilité et qui, du coup, fermaient les yeux et donnaient tout ça à leur comptable. Et parfois, il se passe des drames pour peu que le comptable voilà, parte à la retraite ou alors simplement soit débordé, fasse mal la comptabilité ou n'ait pas le temps de répondre à vos questions. Et du coup, de la frustration qui s'installait parce qu'on donne tout aveuglément à quelqu'un sans avoir de vue sur ce qui se passe au niveau de notre activité professionnelle, quoi. C'est finalement notre bébé, notre bateau à nous qu'on veut quand même piloter un minimum. Et donc, pour ça, on a mis en place une application où vous pouvez vous-même voir vos chiffres, comprendre, contrôler ce qui se passe et être à la barre, tout en étant accompagné. Parce que c'est important de ne pas faire n'importe quoi et donc on est là pour vous accompagner. Donc ça, c'est notre philosophie. Pour ça, on a mis en place tout plein de choses, comme cette présentation-là, pour vous faire comprendre c'est quoi la comptabilité, les bases. On a une communauté sur Facebook pour poser des questions et voir les questions de tous les autres membres de la communauté. Vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous, comme je vous ai dit. Et on met à disposition tout un tas d'outils, comme cette magnifique application pour encoder vos frais, vos revenus, votre activité salariée aussi, pour pouvoir aller jusqu'à votre déclaration d'impôt et vous protéger en cas de contrôle fiscal, puisque tout sera bien cadenassé. Et également des sessions Google Meet, donc 3 fois par an. Donc ça, c'est bien sûr l'application avec les codes d'impôt et les calculs d'impôt et de cotisation sociale. On est dans quelque chose qui vous permet de contrôler, d'avoir de la sérénité et de la simplicité. En tout cas, on l'espère, on essaie que ce soit le plus simple possible. Et en plus de ça, on a aussi mis en place 3 sessions de groupe par an parce qu'on a observé que il y a des moments où on a besoin vraiment d'intervention, qui est par exemple en juin pour remplir la déclaration d'impôt, et en fin d'année pour calculer ses cotisations sociales restantes et éventuellement ses impôts restants et comment bien clôturer son année. Donc ça, on a mis 2 sessions d'office et on en a rajouté une en mars, justement pour parler d'optimisation fiscale, parce que c'est un sujet qui revient au goût du jour et donc on a envie de pouvoir répondre aux questions de nos clients et de ne pas laisser de frustration à ce niveau-là. Et je parle aussi de nos partenaires du quotidien parce que on ne voyage pas seul avec Fisco Serenity, on s'est entouré de personnes de confiance, dont Benoît Renard de chez MDR Service qui était avec nous dès le début pour Fisco Serenity et avec qui on fait vraiment amplement confiance. Lui, il va pouvoir vous aider au niveau de tout ce qui est vos assurances, que ce soit la PLCI dont j'ai parlé, mais aussi l'assurance obligatoire en tant qu'indépendant ou vos primes sociales inamiques, etc. L'avantage d'avoir un courtier, c'est que tout est au même endroit, toutes vos assurances sont au même endroit et c'est une seule personne qui gère votre dossier, une personne joignable, contactable. C'est pas comme quand vous appelez un service et qu'il faut appuyer sur la touche 1, puis la touche 2, puis la touche 3, et puis après ça raccroche parce qu'il n'y a personne, ou alors c'est pas les heures de bureau. L'avantage d'avoir un courtier, c'est ça, c'est vous faites un accident de voiture ou vous avez un drame qui se passe à votre cabinet, vous appelez tout de suite et vous demandez Benoît, qu'est-ce que je dois faire? Et il prend le relais et il vous aide. Donc ça, c'est vraiment la plus-value
cas où vous ne connaissez pas le principe d'un courtier en assurance. Quentin Leruit, j'en parle parce que il a fait quelques formations sur l'administratif plus du kiné et de sa carrière. Donc, si ça vous intéresse d'avoir des bons plans pour bien débuter dans votre administratif, de ne pas vous sentir sous l'eau au niveau de toute la paperasse, les codes INAMI, comment vous organisez dans votre bureau, à votre cabinet, etc. N'hésitez pas à faire sa formation. C'est un kiné comme vous qui en fait a décidé, suite à toute cette paperasse à faire, de s'organiser, et il a trouvé plein de trucs et astuces et il s'est dit je vais faire une formation pour partager tout ça. On a un contact chez Xerius, comme je vous ai dit, euh, qui est Laurent Freville. Donc, si vous avez des questions en particulier, comme ça, vous avez une ligne directe par rapport aux cotisations sociales, au statut étudiant, pension, etc. N'hésitez pas à l'appeler, il va pouvoir répondre à vos questions. Et enfin, on a Ask Kiné, qui est au même titre qu'Axon, un organisme de défense de la profession. Donc, eux vont pouvoir vous aider au niveau aussi des codes INAMI, des attestations, défense professionnelle, litige, paiement patient, etc. Et puis, pour finir, il y a Kiné 2.0 qui va vous offrir, eux, du coaching pour une prime qui s'appelle la prime de formation. Donc, c'est à nouveau pour les kinés. Désolé s'il y a d'autres personnes qui ne sont pas kinés qui nous regardent. Donc, les kinés peuvent avoir 2550 € par an de prime de formation. Donc, ça peut être très bienvenu si vous faites des formations longues qui coûtent très cher, ou même simplement si vous avez à cœur de vous former et que vous voulez vous former gratuitement et en plus être payé. C'est le bon plan. Et donc, on a mis en place du coaching avec Kiné 2.0. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça vous permet de vous informer sur comment obtenir cette prime. Alors, il y avait encore une question. Est-ce que le paiement de l'application est en paiement annuel ou mensuel? Eh bien, on a commencé avec du mensuel et en fait, c'était trop de tracas administratifs. Donc, on est passé sur une formule annuelle qui a aussi beaucoup plus de sens puisqu'on fait des suivis sur toute une année. Et donc, c'est plus facile dans tous les sens. Il n'y a qu'une seule facture à encoder aussi de votre côté. Donc, tout est plus facile. Mais sachez que la première année que vous avez Fisco Celentis, c'est votre première année d'indépendant, vous avez 50% de réduction. Donc, l'application, elle vous revient un peu en dessous de 200 € pour une année complète, donc 365 jours de service. Donc, c'est vraiment pas un gros frais par rapport à ce que vous pourrez avoir chez un comptable classique. Où là, on est plus aux alentours de minimum 400 € et ça peut monter jusqu'à 800, 1000 € pour la gestion de votre comptabilité. Est-ce que vous avez des questions? On arrive à la fin de cette présentation. Enfin, on a un petit peu débordé de 23 minutes. Donc, merci de votre patience et de votre accroche pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Merci de votre participation. Je prends quelques questions pour ceux qui le souhaitent. Ceux qui ne le souhaitent pas, je suis tout à fait OK à ce que vous partiez, passer une bonne soirée. Alors, Agathe a une question. Pour l'estimation de l'utilisation pro de la voiture, on peut la modifier chaque mois en fonction de notre activité. Ça varie beaucoup, par exemple, ou il faut faire une moyenne. Oui, il faut la prendre chaque mois. En fait, il faut faire un tableau vraiment kilométrique, mois par mois, pendant au moins une année. Si notre activité ne change pas, eh bien, on va garder le même pourcentage d'année en année. Mais si on change drastiquement de lieu de travail, etc., il faudra idéalement refaire un tableau kilométrique pour réévaluer une année complète. Et donc, bien sûr, si ça change d'un mois à l'autre, tu vas changer ton tableau kilométrique. Ouais. Avec plaisir, Adja, avec plaisir, Raphaël. Merci de votre participation aussi. Merci de votre reconnaissance. Et puis, peut-être il y a encore une ou l'autre question. Et donc, je replace le fameux tableau kilométrique, usage du véhicule. Donc, on parle de ça, bien sûr, le tableau kilométrique. Et donc, tu vois ici que c'est bien mois par mois qu'on le remplit, en fait. Et donc, là, tu as une possibilité de noter aussi, par exemple, 4 allers-retours aller-retour cabinet 1,
qui fait, je sais pas, 50 kilomètres d'aller-retour, 5 allers-retours, cabinet 2 qui fait 25 kilomètres. Et alors tu fais la somme et c'est comme ça que tu remplis ici, tes kilomètres, par exemple. Voilà, donc il faut essayer de noter un maximum les choses, d'avoir un tableau cohérent. Ici, je rentre pas plus dans les détails, mais sachez qu'on vous assiste pour l'utilisation de ce tableau, bien sûr. Il paraît, assez complexe, au début, mais une fois qu'on le maîtrise, c'est un très bon outil qui nous donne, vraiment une preuve irréfutable de l'utilisation professionnelle de son véhicule par le fisc et donc c'est quelque chose qui est très bien reçu. Bonne soirée à tout le monde, bonne soirée à Agathe, Alice, Sophie, Lionel, David, Sarah, Romane, merci à vous et je vous souhaite ouais, une bonne soirée, une bonne continuation. Peut-être qu'on se recroisera, n'hésitez pas à me revenir et je vous enverrai du coup par mail la présentation. Donc vous allez recevoir un mail demain ou après-demain de ma part. Je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Au revoir.